à tous et bienvenue dans notre semaine spéciale e-loyauté, une occasion pour vous de revoir nos reportages ou de voir nos reportages concernant les e-loyautés. Donc dans notre rubrique C'est bien de chez nous, nous irons à Tiga découvrir le parcours pédestre, les explications avec Duke Menango. Ensuite nous parlerons de la dingue avec Anna Chiron et enfin pour notre rubrique histoire, nous reviendrons sur une partie de l'histoire de la Monique. Mais je vous propose de retrouver notre invité qui est donc Samuel Oukewe, le président du campus des e-loyautés. Alors deuxième jour de la semaine spéciale e-loyauté et nous accueillons Samuel Oukewe, directeur du campus des e-loyautés. Bonjour. Bonjour Lise. Donc un campus qui se trouve donc à Nouméa. On le sait aujourd'hui, les étudiants qui viennent étudier à l'université de la Nouvelle-Calédonie deviennent de plus en plus nombreux. Alors quel est le bilan qu'on fait de l'année 2015 ? Notre bilan 2015, il est, on va dire, positif. Nous avons réussi à remplir tout le campus, qui est l'objectif premier du campus des îles, c'est le remplissage. Et au niveau des cours, au niveau de la pédagogie, on va dire qu'on a aussi un bilan qui s'améliore de chaque année, parce que désormais on suit aussi de très près les résultats de nos étudiants. Alors l'an dernier, j'ai pu voir que vous avez organisé des soirées avec des personnalités qui ont justement intervenu de par leur expérience. Est-ce qu'aujourd'hui ça va se reproduire ? Oui. Les personnalités, c'est une soirée que l'on met en place chaque année à la rentrée pour nos étudiants, où l'on invite les personnalités politiques de la province des îles, religieuses aussi, mais aussi coutumières, avec les grands chefs qui sont disponibles. L'année dernière, nous avons accueilli Pascal Sihazé qui est venu aussi, et c'est une manière aussi pour nous de montrer aux étudiants que les autorités, que ce soit politiques, religieuses, coutumières, sont aussi derrière eux, et c'est une soirée d'accueil en fait où ces autorités-là, elles viennent pour encourager les étudiants, aussi partager leurs expériences aussi pour ceux qui ont fait des études, et de montrer à nos étudiants qu'ils s'impliquent aussi dans leur avenir. Alors tout à l'heure vous parlez justement de bilan positif, la réussite souvent des pensionnaires parfois est un signe de confort, on parle du campus, est-ce que c'est le cas justement pour le campus des îles, donc vous suivez bien vos pensionnaires? Du moins c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec la petite équipe que nous avons, avec une responsable pédagogique, la secrétaire et les cuisiniers. On essaie de mettre en place toutes les prestations pour mettre, un peu comme dans toutes les cités universitaires, les étudiants dans les meilleures dispositions pour la réussite de leurs études. Donc nous, au campus, on a un réfectoire qui est ouvert 7 jours sur 7, on a une laverie, on a des cours de soutien qui sont gratuits pour les étudiants dans toutes les matières. On a une bibliothèque, une salle informatique, et puis voilà, avec ce que l'on disait tout à l'heure, des soirées culturelles que l'on met en place, avec des soirées de débat, des intervenants qui viennent. Alors vous venez de dire justement des cours de soutien. Comment sont suivis les résultats justement des étudiants? Vous allez voir leurs résultats à l'université, comment ça se passe? Vous êtes derrière eux? Oui, en fait là on est en plein dans la mise en place de ce suivi, mais déjà aujourd'hui les étudiants ils ont l'obligation de nous remettre leurs résultats, que ce soit leur bulletin pour ceux qui sont en BTS ou au lycée, et puis sinon on a aussi des contacts avec l'université qui peuvent aussi nous aider pour ces résultats-là. C'est surtout par rapport au suivi des étudiants, parce que c'est pour leur mettre aussi la pression. Et puis il faut dire que après nous n'hébergeons pas des étudiants qu'ils ont arrêtés ou qui ne vont plus en cours. D'où le suivi un peu de... Alors pour les étudiants qui ne réussissent pas, par exemple, dans les commissions, comment ça se passe? Donc l'étudiant qui a redoublé, est-ce qu'une chambre lui est attribuée encore l'année d'après? On lui donne une chance ou pas? Oui, en fait, tout dépend après de la situation de chaque étudiant. Nous, dans les commissions, par exemple, on regarde si l'étudiant s'est présenté aux examens terminaux. Si ce n'est pas le cas, ce dossier-là, il sera traité après les autres. Mais tous les étudiants ont leur chance, et puis on essaie d'héberger un maximum d'étudiants pour toujours les aider, parce que c'est vrai que l'échec, des fois, ça fait partie de la scolarité, mais il faut toujours être derrière ces étudiants-là. Alors, j'ai pu voir également sur le site que vous organisez des journées nettoyage. C'est dans quel but
ça avec les étudiants? Notre but aussi, ce n'est pas seulement d'accompagner ces étudiants, mais c'est aussi on va dire de former des futurs citoyens. Donc on met aussi en place des journées campus propres où on incite aussi les étudiants à prendre soin des lieux où ils résident, de prendre soin du matériel et puis voilà, embellir aussi leur endroit de vie. Et donc une convention avec le Vanuatu a été signée l'an dernier. Est-ce que ça va se poursuivre? Oui, en fait c'est un partenariat que l'on a avec des entités du Vanuatu, le gouvernement, l'ambassade de France au Vanuatu où l'on héberge des étudiants. Et ça c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au départ qui nous avait fait cette demande, la coopération régionale. Et donc ça se poursuit, ça a débuté en 2013 et là cette année on va renouveler encore ce partenariat pour justement héberger une trentaine d'étudiants du Vanuatu. Alors tout à l'heure on parlait d'activités avec les résidents, comment ils le prennent souvent? Ils le prennent bien, le fait qu'on leur demande de nettoyer, de participer justement à la vie du campus? Oui, c'est vrai qu'au début, là ça va être le cas encore à cette rentrée, les étudiants ils sont encore un peu, on va dire, enfermés, timides chez eux. Et puis nous, notre objectif c'est de faire vivre aussi le campus et puis que les étudiants ils se sentent comme une grande famille dans un endroit qui leur est commun. Et puis du coup, ça se passe toujours très bien parce que ça met de la bonne ambiance aussi au campus. On partage un repas ensemble et puis voilà, les étudiants ils apprennent à se connaître dans ces journées-là. Parce qu'on ne veut pas seulement que le campus soit un lieu d'hébergement et puis où ils viennent juste pour dormir, repartir en cours, mais aussi qu'ils se connaissent et qu'ils se fréquentent. Alors pour être clair, il y a des étudiants qui viennent des îles Loyauté et du Vanuatu et en province nord, est-ce qu'ils sont présents également? Oui, il y a une forte demande aussi d'étudiants de la province nord depuis quelques années. À l'origine, le campus qui est le campus des îles était, on va dire, pas exclusivement, mais majoritairement réservé aux étudiants des îles. Et là, cette année, on a beaucoup d'étudiants du nord, du sud. On a aussi des étudiants qui viennent de métropole. Des fois, ce sont des étudiants en master qui viennent pour des stages, ou de Wallis et Futuna, et puis du Vanuatu. Alors, quelles perspectives on se donne pour l'année 2016 et les années à venir pour le campus? Nous, notre objectif, il est toujours le même, c'est d'accompagner au mieux l'étudiant dans sa réussite et aussi de créer aussi des liens entre ces jeunes-là pour qu'ils puissent apprendre à se connaître et puis à vivre ensemble. C'est aussi l'un des objectifs. Alors, si vous aviez un message pour réellement terminer cet entretien, un message à passer aux étudiants, ça serait quoi? En tant que directeur justement du campus des îles Loyauté. Le message, ce serait de toujours croire en ses chances, de toujours se donner à fond et ne pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie, mais surtout de tout faire pour atteindre ses rêves, ses objectifs. Voilà, donc c'est sur ce mot qu'on termine cet entretien. Samuel Okewe, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Elise. Bonjour Duke, alors aujourd'hui c'est bien de chez nous, on retourne sur l'île de Tika. Bonjour Elise, bonjour à vous. Alors en effet on va dire qu'on retourne sur l'île de Tocanod, puisque Tocanod c'est en Négoné et sur Tiga la langue principale on va dire que c'est le Négoné. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tocanod est située entre l'île de Jehu et Négoné et administrativement elle dépend de l'Ifu, de Jehu, mais elle reste tout de même peu connue des gens et du tourisme. Duke. C'est vrai, et pourtant les richesses de l'île de Tocanod sont multiples. On va dire d'abord que la fertilité du sol de Toka est propice à la culture des cucurbitacées, donc les concombres, les pastèques aussi qui sont très réputés, les pastèques de Tiga, mais on disait aussi que les échalotes de Tocanod ont la cote sur les marchés. C'est vrai que pour la population de cette toute petite île de 11 km carrés, ce sont donc des atouts économiques que les vieux ont déjà su exploiter. On dit même que certaines villas sur Tiga ont entièrement été financées en vendant justement ces échalotes sur Nouméa. C'est vrai. Alors pour rester sur ces légumes-là, les échalotes, ça pourrait être de véritables atouts économiques, comme tu l'as dit, Elise, sachant que l'année dernière, en 2015, donc, on a importé par mois, en moyenne, on a importé plus de 3 tonnes d'échalotes de l'étranger, et au mois de novembre, on a même atteint les 8 tonnes 5 d'importation d'échalotes. Alors, on dit que sur l'île de Tiga, il n'y a pas il y a rien à faire et tout, alors que c'est faux, les vieux nous l'ont démontré auparavant. Voilà, la richesse
maïs, il est là, les échalotes, les pastèques et tout ça sont là pour aider l'île à se développer. Et on l'a dit aussi dans notre chronique que la première richesse de l'île de Toka, c'est les 150 âmes qui vivent en permanence. C'est la population de Tiga, la population, leur histoire et leur culture. Une culture qui est d'ailleurs chantée et dansée dans des chorégraphies, dans des chants ancestraux. Et puis, ce qui est important de noter aussi, c'est que les paroles qui sont partagées dans ces chants-là, elles sont tellement vieilles que même aujourd'hui, on a encore un peu du mal à définir certains termes dans notre contexte actuel, quoi. Et donc depuis longtemps, les gens de Toka sont désireux de partager ces histoires et ces éléments de la culture du pays. Alors ce qu'on peut dire, Elise, c'est que Toka, à travers son patrimoine culturel, détient des clés, des clés, des réponses aux questions qui concernent notre existence à nous, les gens du pays, notre existence à nous, l'humanité en général. Alors de plus en plus, la valeur de ce patrimoine ressort, notamment, on l'a dit hier, on a cité l'association Ininata Sonori Dedo, donc c'est des associations comme ça, c'est des personnes qui sont sur le terrain là-bas, qui mettent tout en œuvre pour récolter, collecter ce patrimoine-là et puis le diffuser un petit peu, partager. Et d'ailleurs, tu as pu assister à une sorte d'inauguration ou présentation d'un sentier pédestre. En fait, Elise, ça s'est déroulé à l'occasion plutôt d'une fête du patrimoine. Et donc, le sentier, c'est un projet touristique provincial avec donc des paysages uniques, mais c'est surtout d'abord la volonté des gens de Tiga même de vouloir protéger, puis comme on le disait tout à l'heure, partager leur richesse culturelle. Alors, je vous propose à voir à la maison quand on revoit ce petit reportage réalisé sur l'île de Tokanod. Nous sommes ici à Erehen, mais au tout début, on était sur un endroit où on appelle Natuowai. Natuowai, ça veut dire en français un endroit où on guette les bandes de poissons. Donc c'est un endroit où il y a une petite pointe de vue en hauteur et qui est posé sur le deuxième plateau, on va dire, pour identifier les poissons qui sont en bas à la mer, où il y a l'endroit de Erehen. Donc la Natuowai, ça se trouve au-dessus de Erehen. Tout le projet repose sur l'association des jeunes de Tokanod qui supporte le projet, qui donne la main-d'œuvre pour ouvrir les sentiers et qui probablement servira également d'une part de point d'information touristique et d'autre part participera à l'entretien du sentier et éventuellement, sous réserve qu'ils aillent se former, à l'accompagnement des groupes qui les fréquenteront. Il y a des vieux qui ne sont jamais venus dans ces endroits. Et nous, en priorité, on fait monter d'abord aux vieux. Et puis, si jamais on voit par rapport au temps, si jamais dans le temps ça se suit, si jamais il y aura des étrangers ou même d'autres personnes qui pourront venir, on sera d'accord. J'ai appris qu'il y avait quelque chose qui s'organisait sur Tiga, donc j'ai même pas hésité, parce que je suis là que pour quelques mois, Nouvelle-Calédonie, et je me disais, j'espère qu'un jour, je pourrai aller sur la petite île de Tiga, parce que ça paraissait inaccessible. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, La technique de faire des pièges de crabe de cocotier, nous on prend la noix de coco, elle est toute entière, on prend la noix de coco, on coupe, on fait les entailles pour les ouvertures, pour la pulpe à l'intérieur de la noix de coco, pour que, comme ça, quand le crabe il va arriver, par exemple je le mets, là, je le pose dessus, comme ça, on arrive, on pose le coco dessus, une fois entaillé, dessus. La journée, ensuite le soir, on ne vient pas regarder. C'est le lendemain soir, on vient regarder. Et quand le lendemain soir on arrive, on a un crabe par-dessus. Et les crabes sortent un peu vers quelle heure? 9h du soir, elles tard un peu dans la nuit, quoi. Comme ça, c'est voilà. vraiment une heure précise. Voilà. Et donc les crabes, elles arrivent avec l'odeur. Elles se propagent dans la forêt, dans les petites grottes, parce qu'il y a des endroits où les crabes ils se refusent dans les petites grottes. Elles vont sortir. L'odeur de la pulpe du coco. Le piège il sert combien de fois? C'est ça que qu'une fois? Les pièges ils peuvent se servir 4 fois, 3-4 fois maximum. Sec. Ouais, donc là, comme il n'y a plus la pulpe qui est à l'intérieur, ça c'est le crabe de cocotier qui a carrément épluché les noix de coco.
pour voir un peu la hauteur des... Il y en a une grotte par-dessus. C'est leur refuge aussi là-haut. Et là. Mais comme on est en été, ben, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans les crabes de cocotier. Ouais, au frais. Profite de toute cette paroi pour se rafraîchir. Pour la reproduction aussi, pour les petits. Et ceux-là aussi, celui-là, la liane qui est là, c'est un bagnon. C'est un bagnon sauvage. Et ce bagnon-là, eh ben, les vieux, ils prenaient avant pour faire le manche à sagaille. Ils coupent d'abord, ensuite ils récupèrent, ils enlèvent la peau, l'écorce, prennent une ficelle ou une corde, ils attachent au bout carrément au-dessus, et ensuite ils attachent sur une branche de l'arbre, carrément qui se trouve en hauteur, ils attachent. Puis après, en bas, il y a l'autre bout, mais ils attachent le bout avec une corde même, puis après, ça tire avec une pierre ou quelque chose de lourd. Pour que quand il va résister pendant 3-4 semaines, eh ben, le manche il reste toujours tendu et puis droit. Pour qu'ils récupèrent, pour qu'ils aient leur point de... Pour que ça soit bien... Comment là, ils visent bien le poisson quoi. C'est technique. Voilà le souyou, c'est celui-là. Celui-là le souyou. Souyou. Ce bois-là, cet arbre, eh ben, c'est un bois qui est plus solide. Qui est plus résisté, plus solide. Et puis qui peut résister pendant 40 ans, même on dit 40 ans, 50 ans, le souyou, celui-là. Il peut résister pendant 50, même plus. Et c'est avec ce pied-là qu'on fait les cases, qu'on fait le poteau central, qu'on met on pose sur le support pour la case, pour monter le pignon, et tout ça dans la structure originale de la case. Les faux-manguiers. Le latex qui est à l'intérieur, c'est du poison. Et nous, pour les crabes de cocotier, là, par exemple, nous on pose des pièges en dessous sur le pied de faux-manguier. Et si jamais un crabe arrive pour manger le faux-manguier, tout l'estomac du crabe là, ben elle s'est propagé du poison à l'intérieur. Et donc du coup le crabe il est plus mangeable. Et donc avec ce faux-manguier là, le latex qui est à l'intérieur, c'est du poison. Et avec les feuilles, ces branches et les feuilles, surtout les feuilles, ben on prend pour mettre sur four à cochon, quand on fait griller du cochon ou four canac. Les bourraos aussi, les écorces, surtout les écorces. Et celui-là, les écorces, on récupère les écorces de celui-là pour tresser les colliers et les bracelets. Et surtout le cœur qu'il y a dedans, on récupère aussi pour faire des ornements traditionnels. On fait des formes avec le cœur qui est à l'intérieur, le bois. On fait des formes et puis au bout on rajoute un peu des petits décos avec les plumes et tout ça pour faire pour les danses, pour les prestations, pour tout ce qui est. Ben voilà, c'est ça. Huachomo, c'est la petite pointe qui est là derrière. Huachomo, mais en fait, Huachomo Malou, ça reste toujours sur le même secteur, le même endroit. Mais on dit Malou, dans Huachomo, on dit Malou parce qu'il y a une grotte. Mais sinon, c'est Huachomo, le nom de l'endroit. Il y a aussi en parallèle un programme en collaboration avec la DCK qui a effectué sur l'île et sur tout le couloir des sentiers une étude toponymique qui permet de restituer une partie de l'histoire de l'île et tout ce qui est les noms de lieux qui représentent l'histoire du lieu et qui donne une dimension humaine au parcours. En fait, dans cette grotte, c'est une grotte où, on va dire, là où les vieux ils ont fréquenté pour créer une danse et un chant. Ils viennent ici pour trouver la danse, pour trouver le chant,
pour qu'au fil des temps, ça se perpétue quoi, par rapport à les générations qui vont se suivre après. Voilà, donc on espère que cette initiative va aussi permettre à l'île de Toka de trouver des pistes pour solutionner donc les soucis liés au manque d'eau, manque d'eau courante et même en termes d'approvisionnement des marchandises. Merci Duke de nous avoir fait partager ce reportage. Merci Elise et merci encore à vous à la maison. Bonjour Anna, aujourd'hui tu vas nous parler de la dengue, c'est un vrai fléau chez nous. Bonjour Élise et bonjour à vous. Oui, comme tu le dis, c'est un vrai fléau, mais il n'y a pas qu'ici, puisque figure-toi que cette maladie constitue l'un des plus importants problèmes de santé publique dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la dengue, c'est la maladie transmise par les moustiques qui est la plus rapide, avec près de 400 millions de nouvelles infections chaque année. Voilà, c'est un chiffre impressionnant, mais en fait, la dengue, c'est quoi exactement? Bon, on l'a dit beaucoup de fois dans cette chronique, mais c'est important de le rappeler. On va le répéter une nouvelle fois, la dengue, c'est un virus qui est transmis par le moustique, mais rassure-toi Élise, tous les moustiques ne transmettent pas le virus. Celui qui le transmet, il s'appelle l'Aedes aegypti. Alors, il y a donc plusieurs espèces de moustiques. Figure-toi qu'il existe près pas moins de 3000 espèces de moustiques. Mais toutefois, rassure-toi, en Nouvelle-Calédonie, le seul qui est vecteur de la dengue, c'est l'Aedes aegypti. Alors, comment on peut reconnaître justement ce moustique-là? On peut le distinguer facilement des autres puisqu'il a sur le corps des taches blanches ou argentées. En fait, ça fait comme des petites rayures sur lui. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette particularité pour qu'on puisse le reconnaître, puisqu'il a un vol très discret, très prudent. Et du coup, on ne le voit pas arriver. Mais par contre, on le sent, Oui, là, on le sent bien. Et puis, il faut savoir que chez le moustique, c'est la femelle qui pique. C'est elle qui est la plus anthropophile. Ça veut dire quoi? Pour résumer, anthropophile, ça veut dire qu'elle préfère le sang humain. Et il faut savoir que lorsqu'elle est dérangée au cours d'un repas de sang, elle s'envole facilement et elle peut piquer comme ça plusieurs personnes à la suite. Et ainsi, la maladie se propage rapidement. Et comment on peut savoir si on est contaminé? Pour savoir si on est contaminé, c'est un peu délicat, c'est un peu un petit problème puisque les signes sont un peu les mêmes que pour la grippe, la leptospirose ou même le paludisme. Forte fièvre, courbature, maux de tête, très violents. Voilà un peu pour les signes, donc ça se ressemble. Et la forme sévère de la maladie, c'est la dengue hémorragique. Il faut savoir qu'elle tue 22 000 personnes par an, toujours selon l'OMS. C'est pour cela qu'il faut absolument consulter un médecin dès qu'on a un de ces signes ou plusieurs signes réunis pour avoir un diagnostic qui est sûr et fiable. Et si on a la dengue, ça se soigne? Si, hélas, on a attrapé le virus de la dengue, ça se soigne, mais là aussi, petit problème, puisqu'on peut atténuer les symptômes de la maladie, comme la fièvre ou les douleurs, mais malheureusement, on ne connaît pas de remèdes pour l'heure qui permettent de lutter contre le virus lui-même. Mais il y a quand même une petite lueur d'espoir, si je puis dire, c'est qu'il faut savoir qu'un vaccin a été créé. Sa mise au point, elle a pris quand même près de 20 ans. C'est un vrai défi pour la recherche pharmaceutique, et puisque la maladie est causée par 4 virus distincts, donc il a fallu élaborer un vaccin qui puisse être efficace et qui puisse répandre efficacement, lutter contre ces 4 virus à la fois. Donc c'est une bonne nouvelle. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Le dengue vaccin, c'est le nom du vaccin. Il offre une protection contre la dengue de 68% quand même des individus vaccinés, âgés de 9 ans et plus, ce qui monte à 93% pour la dengue hémorragique et qui évite à 80% le risque d'hospitalisation selon les derniers résultats des études cliniques qui ont été menées sur près de 40 000 personnes quand même dans 15 pays. Voilà un peu par rapport à ce vaccin qui, on l'espère, va être efficace contre la dengue.
Moi, je te propose d'écouter les explications de Virginie Balouch, qui est éducatrice sanitaire et qui va nous donner plus d'informations sur la maladie. On l'écoute. Alors la dengue, c'est une maladie virale qui est due à un moustique, le moustique Aedes aegypti. Alors qu'on appelle aussi le moustique tigre parce qu'il a la particularité d'être rayé noir et blanc et donc c'est vraiment par ça qu'on le reconnaît. Il a la particularité de vivre proche des habitations. Il a la particularité aussi de ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pondre et pour pouvoir donc se multiplier. C'est pour ça qu'en période, d'humidité, en période des pluies, de fortes pluies, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des problèmes d'endroits où il va y avoir ne serait-ce qu'une canette, une petite canette où il risque d'y avoir de l'eau et où une femelle moustique pourra pondre jusqu'à 100, 150, 200 œufs par ponte. La prévention a un rôle important, très important, parce que si on se dit qu'un moustique, une femelle moustique va pondre par exemple 200 œufs dans ma petite canette, parce que justement il y a un tout petit peu d'eau, et c'est de se dire qu'il vaut mieux pouvoir vider cette petite canette, faire en sorte que ces 200 œufs ne fassent pas 200 moustiques, que de se dire qu'après on va courir après avec notre raquette pour essayer de tuer ces moustiques qui vont avoir éclos. Alors la prévention, ça va être de vider tous les gîtes larvaires, faire en sorte de faire le tour des maisons, de faire le tour des pots, de voir s'il n'y a pas de l'eau qui est restée dans les soucoupes, de faire attention parce que souvent les pneus aussi, toutes ces petites choses, les jouets pour enfants. Moi la première dans la maison où souvent on se dit ah mince tiens le camion en train il a de l'eau dedans et en fait c'est un nid à moustiques. Les boutures des fois qu'on laisse dans un seau et qu'on dit ah je m'en occuperai après. Tous ces petits endroits qui vont être vraiment des lieux de prolifération pour les larves. À savoir que une femelle moustique quand elle va pondre un œuf, de l'œuf à l'âge adulte il va falloir à peu près une petite semaine. Dans nos chaleurs ici, dans les températures hautes comme ça, en Calédonie, il faut une petite semaine. Donc c'est avoir conscience que quand on vide les pots, quand on vide les soucoupes, quand en période de pluie on a vidé par exemple tous les bâches, les petits creux dans les bâches, qu'on a vidé tout ça, c'est se dire qu'il faut, s'il y a replu le lendemain, la semaine d'après, il faut faire attention de revider à nouveau parce que les moustiques auront repondu d'ici là. Ce petit acte de base, il va faire en sorte qu'on va éviter ces épidémies de dengue. Et fait important aussi, c'est que depuis l'année dernière, le virus du chikungunya est là. Et le virus du chikungunya, il est dû aussi au même moustique que la dengue, donc au moustique Aedes, au petit moustique tigre. Donc avoir conscience aussi que le chikungunya, au niveau des séquelles, au niveau carrément de la symptomatologie, on risque d'être souffrant beaucoup plus longtemps. Le moustique est une petite bête mais qui fait beaucoup de dégâts, donc attention. Voilà, la lutte contre la dengue, ça passe par la prévention, comme on vient de le dire, mais ça passe aussi par l'utilisation de répulsifs pour éviter de se faire piquer tout simplement. Et puis en dernier recours, il y a aussi l'épandage d'insecticides. Mais avant d'en arriver là, à chacun d'être citoyen et de faire le tour de la maison et de vider tous les gîtes larvaires. Tous les gîtes larvaires, on va y arriver. Merci Anna pour ces informations, à bientôt. Allez, à bientôt. Alors aujourd'hui, NCTV vous présente un plat tout simple et rapide, la fricassée de crevettes. Mais pour apprécier ce plat, une bonne sauce avec quelques herbes et épices bien choisies revenues dans un peu d'huile avec des tomates fraîches fera la différence. Donc je vous propose aujourd'hui la découverte de cette recette. Bonjour, bienvenue ici à Lifou. C'est l'hôtel Géo Village, 3 étoiles. Pour commencer, je vais vous présenter la recette crevettes et Saint-Jacques sautées à l'infusion de citronnelle.
Bon, ben, on va commencer. On a ici les crevettes Saint-Jacques. Saint-Jacques avec corail qu'on trouve dans les supermarchés. Les crevettes calibre 21-30, 4 par personne. Les Saint-Jacques 20 grammes, 4 par personne. Ça fait environ 100 grammes de Saint-Jacques et 120 grammes de crevettes. Ici, la maïzena, le fumet de poisson, citronnelle, de l'eau et de la crème fraîche. Après avoir débarrassé la table, on va commencer à faire la sauce citronnelle. D'abord, je vais prendre de l'eau, 1 litre d'eau. Avec 30 grammes de fumet de poisson que je vais verser dedans et je vais la faire bouillir. Avant de la faire bouillir, je vais d'abord bien mélanger avec le fumet de poisson avec l'eau. De l'eau froide ou de l'eau chaude, c'est pareil. Après, je vais la mettre sur le feu. Pendant que l'eau est bout, je vais prendre les citronnelles que je vais les hacher en petits morceaux. Voilà. Voilà. Voilà, c'est terminé. Là, j'ai haché le citronnelle. Maintenant, je vais laisser réduire avec le fumet de poisson. Après avoir laissé réduire la sauce citronnelle, le fumet de poisson et puis le citronnelle, je vais commencer à décortiquer les crevettes. Voilà. Pour décortiquer les crevettes, on enlève juste le milieu. On laisse la tête et puis la queue. Après avoir décortiqué les crevettes, on va maintenant se mettre au fourneau pour terminer la sauce citronnelle. Je crois qu'elle est bien réduite la sauce. Ben, je vais la crémer et ensuite je vais la passer au chinois. Je vais la passer et après je vais la laisser bouillir encore sur le feu. Voilà. Je vais reprendre la sauce, je vais la faire bouillir et après je vais la lier. On va diluer la maïzena dans de l'eau et puis on va lier la sauce. Là j'éteins, je vais mouiller le maïzena. Voilà. Et bien mélanger. Et là, je peux éteindre le feu. Voilà, après avoir terminé la sauce citronnelle, on va passer à la cuisson des crevettes Saint-Jacques. Pour les crevettes, on va les faire sauter à l'huile d'olive. Voilà, on va commencer la cuisson des crevettes Saint-Jacques. On va allumer le feu. Je vais verser un peu d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. On va laisser chauffer.
Voilà. Je vois qu'elle est chaude l'huile. On va laisser cuire les Saint-Jacques. Saint-Jacques en premier, après les crevettes. Là, je peux ajouter les crevettes. Là, on le retourne les Saint-Jacques. Avec les crevettes. Là, on va mouiller avec la crème citronnelle. Et on va laisser réduire un peu. Voilà, c'est cuit. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser sur assiette. Voilà. Pour les feuilles de salade. Ça, c'est une réduction vin rouge plus sucre. Je vais mettre le riz. Ensuite, les Saint-Jacques au milieu. Et les crevettes. Et après, je vais napper avec la sauce. Oignon vert haché. Et voilà, c'est fini. Bon appétit. Aujourd'hui, pour notre rubrique C'était hier, nous revenons sur l'histoire de la Monique, donc construit en 1946 en Nouvelle-Zélande par l'US Navy. La Monique a disparu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 entre Tadine, donc sur l'île de Marais, et Nouméa. Le bateau n'a jamais été trouvé, ni une épave ni le bateau. Il y avait à son bord 108 passagers et 18 hommes d'équipage. Une nouvelle qui a attristé plusieurs familles issues des îles Loyauté. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est qu'aucune épave jusqu'à aujourd'hui n'a été trouvée. Un seul objet, une bouée. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Alexandre Sigura. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouée de la Monique, donc qui se trouve au musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Et c'est un objet qui est, pour nous, qui est très important, qui est plein d'émotions, parce que c'est c'est le seul objet qui provient de la Monique, dont on est sûr. D'où provient cette bouée? Lorsqu'on regarde la maquette de la Monique, ici, donc nous voyons l'emplacement des deux bouées, ici, et pourquoi est-ce que l'on n'a pas retrouvé grand-chose? Il est à peu près certain que, vous voyez, sur la partie ici, vous avez le véhicule, donc il y avait des sacs de copra et des fûts d'essence. Sur l'avant, vous aviez 120 personnes, mais l'ensemble était recouvert par une grande bâche que l'on voit sur cette photo ici, une grande bâche qui recouvrait donc les sacs de copra, les fûts de carburant, et ici également les 100 personnes. Donc lorsque le bateau s'est retourné, eh bien, il n'a pu s'échapper que quelques fûts,
donc qui provenaient certainement des côtés ici, quelques sacs de copra qui étaient sur la passerelle et ces bouées, donc évidemment, qui ont pu sortir de leur emplacement et qui ont flotté sur, qui ont flotté sur la mer. Donc cette bouée a été retrouvée le 31 octobre 1953, c'est-à-dire 3 mois après le naufrage. Et elle a été retrouvée donc sur la côte est de l'île Art. Elle a donc parcouru environ 500 km, ce qui fait un déplacement environ de 5,5 km par jour. Et c'est certainement poussé par le vent et par les courants que cette bouée s'est déplacée. Mais est-ce que cette bouée provient vraiment du dernier voyage de la Monique? Bon, nous en sommes quasiment persuadés parce que le tour de côte, car la Monique assurait le tour de côte et allait jusqu'à Bélep, et si elle avait perdu cette bouée lors d'un de ses voyages, on l'aurait plutôt retrouvée sur un rivage des îles comme Neba, comme Yandé peut-être, ou alors sur la côte ouest de l'île Art. Mais là, elle a été retrouvée de l'autre côté. Donc il est fort possible, il est même quasiment certain que cette bouée est vraiment le dernier témoignage de la Monique. Cette bouée qui a été retrouvée le 31 octobre 1953, donc sur la côte est de Bélep. Et cette bouée, donc, comme énormément d'autres objets, ont été recueillis donc, dans les caves du palais de justice pour servir de témoignage. Bon, il y a des objets qui ont été retrouvés, certains objets ont été retrouvés donc, sur les îles, sur Marais, Lifou, sur la côte est, mais ces objets ne proviennent pas de la Monique. Hein, c'est la mer, vous savez, elle renvoie toujours plein d'objets et on les accumulait quand même en disant cela peut provenir de la Monique. Mais en réalité, le seul objet qui vient de la Monique, c'est celui-ci. Et 40 ans plus tard, donc en 1993, donc on a décidé de vider les caves du palais de justice. Donc un camion est venu pour amener tout ce qui encombrait donc, les caves du palais de justice pour les emmener au dépotoir. Et lorsqu'on a mis cette bouée sur le camion, donc un avocat qui passait à côté l'a remarqué, l'a recueilli et malheureusement il l'a laissé tomber par terre. Ce qui fait que cette bouée s'est cassée en une centaine de morceaux et c'est un ancien officier de marine qui s'appelle Alexandre Millot qui l'a récupérée pour la réparer avec sa femme. Donc pendant 2 ans, cela a duré de 1997 à 1999. Donc il a remis du mastic, il a recollé des éléments, etc. Et il a remis un peu de peinture sur Monique, Nouméa. On ne voit plus très bien aujourd'hui, mais c'est un objet quand même qui est très fragile. Et cet objet, donc une fois restauré, a été donné à la Société d'études historiques, qui, lorsque le musée a été ouvert, l'a offert au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà pourquoi cet objet, donc si précieux, se trouve ici dans notre espace La Monique. Voilà, c'est la fin de ce reportage qui est signé Alexandre Sigura. Donc une pensée à toutes ces familles qui ont perdu un ou des proches durant cette tragédie. À savoir qu'en mars 2015, donc une investigation avait été effectuée par l'association Fortune de mer, mais aucune piste a été trouvée, juste une silhouette qui les a induits en erreur. Voilà ce qu'on peut dire sur la disparition de la Monique et de cette bouée qui a été retrouvée. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une spéciale Île Loyauté.